Il faudrait que tu puisses... Non, on ne peut pas le tourner en tout petit chou-là. Non, mais on est pas mal comme ça. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire technique PCAE Animal pour cette ouverture de cet appel à projet d'automne. Je me présente, Lucie Vauqueton, je suis chef du service du conseil technique spécialisé au sein de la direction élevage à la Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Je vais laisser les intervenants se présenter. Julien Urvois, chargé de programme à la direction de l'agriculture au conseil régional des Pays de la Loire. Et donc Fabrice Morinière, donc conseiller bâtiment référent PCE pour la Chambre d'agriculture. Bonjour, donc je suis Gisèle Vanier, chargée de mission à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, donc au service monogastrique et affecté à l'aviculture. Donc n'hésitez pas, si vous rencontrez des soucis techniques, à nous mettre dans la conversation. On s'excuse des quelques minutes de retard. Tout arrive. Donc, pour ce webinaire, concernant les modalités d'échange, on vous propose d'utiliser le module conversation qui est dans le Teams, de répondre, donc de les inscrire. Et donc, on s'organisera pour pouvoir y répondre. Vous avez de l'écho dans la voix? Alors, ça ne vient pas de chez nous. Est-ce qu'il y a de nouveau de l'écho? C'est bon? D'accord, donc on va pouvoir reprendre. Alors, les autres réponses pourront être amenées dans l'envoi des supports, la foire aux questions, le support de présentation et le lien d'enregistrement du webinaire. Donc, au niveau du déroulé de ce webinaire, en fait, il sera phasé avec une première étape sur les bilans de dépôt sur les appels à projets précédents, un point sur les demandes de paiement, un point de situation sera fait sur le deuxième appel à projet, le premier de cette année. Ensuite, on verra les calendriers du deuxième appel à projet 2025, les évolutions par rapport aux modalités et les listes d'investissement, et un point sera fait sur la communication. Donc, je laisse la main à Fabrice. Donc, on vous a représenté en fait sur la diapo donc les deux premiers appels, l'appel 2023 et le premier appel 2024, où vous avez deux colonnes. Vous avez dans la première colonne le nombre de dossiers déposés et suite aux instructions qui ont eu lieu et au comité de sélection, vous avez sur la colonne de droite les dossiers retenus. Et donc, on avait donc 856 dossiers déposés en 2023, 806 retenus. Premier appel 2024, on avait 607 dossiers pour 575 retenus. Et donc, vous voyez aussi donc, les enveloppes nécessaires suite à l'instruction, donc 25 millions, pour l'appel à projet 2023 et un petit peu plus de 18 millions pour le premier appel 2024. On vous a mis donc à la droite de la diapo les montants bruts du nombre de dossiers, puisque c'est deux appels. Le deuxième appel 2024 et l'appel 2025, le premier appel 2025 n'ont pas été instruits. Donc, le nombre de dossiers déposés, 663 pour le deuxième appel 2024 et 545 pour l'appel 2025, pardon. Et en termes d'enveloppe nécessaire, mais du coup avant instruction, donc avant rejet éventuellement de dossier, rejet d'investissement potentiel ou écrêtement par rapport à des coûts de référence, on est sur des montants de 21 millions pour le deuxième appel 2024 et 16 millions 15 pour l'appel à projet 2025. Pour rappel, donc, au niveau de la maquette, on avait à peu près 21 millions d'euros de disponibles en moyenne par an. Donc, vous voyez que ça dépasse un petit peu. Julien, tu voulais rajouter? Nous, donc du coup, au niveau budgétaire, par rapport au dispositif sur l'appel à projet, sur les appels à projets qui sont clôturés, donc c'est-à-dire jusqu'à l'appel à projet qui s'est clôturé en juillet dernier, et sur l'appel à projet qui s'ouvrira en novembre, il n'y a pas à ce jour de tension budgétaire donc constatée. Une discussion autour de la gestion de la fin de programmation arrivera cependant sur les appels à projets qui suivront et qui feront l'objet du coup du prochain copil du dispositif.
Donc voilà ce qu'on peut dire sur le comité de sélection. Tu as abordé les dates, il me semble. Non, pas. Ça plus tard. Donc on verra ça plus tard. Sur la diapo suivante, vous avez la répartition par filière. Donc sur la première partie, toujours c'est les deux appels qui ont été instruits. Donc l'appel 2023, le premier appel 2024. Vous avez les répartitions assez détaillées à l'intérieur des grandes filières, ce qu'on appelle les bosses, bovins, ovins, caprins, la volaille et le porc. Donc on voit que c'est quand même donc au niveau des bovins, enfin des dossiers boss, pardon, où on a 83% ça représentait 83% des dossiers sur l'appel 2023 et 81,4% sur le premier appel 2024. Toujours sur les boss, donc sur les appels qui n'ont pas été instruits pour l'instant, donc par rapport au montant brut d'aide que je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on a une répartition qui est un petit peu moins détaillée et sera détaillée quand les instructions de ces appels-là seront faites. On voit globalement qu'il y a une petite baisse en termes de pourcentage par rapport au nombre de dossiers déposés au global. Bon, après, c'est difficile de comparer tous les appels à projets, sachant qu'en 2023, on n'avait qu'un seul appel. 2024, on a 2 appels. 2025, on a eu pour l'instant un appel sur une courte durée, donc qui a pu freiner un petit peu le nombre de dossiers. Ensuite, vous voyez au niveau de la volaille, donc la volaille, ça représentait 13% sur l'appel 2023 pour 105 dossiers, 15% pour le premier appel 2024 pour 86 dossiers. Et là, donc, on voit que sur les 2 derniers appels, on a une augmentation. On passe à 110 dossiers pour les 2 appels qui n'ont pas encore été instruits. Et on observe une augmentation aussi de l'enveloppe nécessaire. On remarque aussi dans les dossiers déposés un peu plus de l'arrivée de construction qu'on n'avait pas sur les 2 premiers appels. Ce qui fait qu'on augmente un peu l'enveloppe nécessaire. Et puis pour finir, sur le port, c'est assez stable. On était à 31 millions sur 2023, 21 sur 31 dossiers, pardon. 31 dossiers sur l'appel à projet 2023, 21 dossiers sur le premier appel 2024, 35 sur le deuxième appel 2024 et 22 sur le dernier qui s'est clôturé donc en juillet dernier. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est un point de situation sur les paiements, les demandes de paiement qui sont en cours sur le premier appel 2023 et le premier appel 2024, puisque dans ces 2 appels à candidature, en fait, les éleveurs, les éleveuses ont eu leur notification juridique d'aide. Donc, au total, 1381 dossiers ont été déposés. Donc, pour une enveloppe globale de 43,8 millions d'euros d'aide sur ces 2 appels à projets. Alors, sur ces 1381 dossiers, on a 1020 demandes de paiement qui sont déposées ou qui sont en cours de dépôt. C'est-à-dire qu'il y en a 301 que le conseil régional, en fait, a repéré comme étant des dossiers qui avaient été ouverts par les éleveurs, les éleveuses, donc on appellera en cours de dépôt. Et ensuite, on a 719 demandes qui ont été reçues, dont 622 prises en charge, c'est-à-dire soit 86%, donc parmi lesquels donc il y a 247 dossiers qui sont en cours d'instruction, 375 dossiers en cours de paiement ou payés pour un montant de 10,8 millions d'euros d'aide. Et donc, dans ces 375 dossiers en cours de paiement ou payés, donc il y en a déjà 212 dossiers donc, qui ont été payés pour 6,1 millions d'euros. Donc, surtout, on insiste sur le fait que les dossiers de demande de paiement, en fait, il faut qu'ils arrivent au fil de l'eau. C'est-à-dire que dès que les éleveurs, les éleveuses ont terminé leur projet, il faut absolument qu'ils se reconnectent à leur portail des aides pour justement procéder à leur demande soit d'acompte, soit leur demande de paiement du solde. Et pour mémoire, en fait, ça on vous l'a remis parce qu'on a beaucoup de questions sur le sujet. Donc, les bénéficiaires ont 2 ans et 6 mois. Donc, à compter de la date d'octroi de l'aide pour réaliser les travaux et déposer leur dernière demande de paiement qui comprend la fameuse formation dite de démarche de transition, donc une formation de 2 jours plus un accompagnement individuel d'une demi-journée.
Donc, ce qu'on vous propose là tout de suite, c'est de revenir plus spécifiquement sur le premier appel à projet, donc 2024. Donc, les dossiers, comme on vous l'a dit, donc ils ont été instruits. Au total, donc, on retrouve bien notre nombre de 575 dossiers pour environ, enfin non, même pas environ 18,289 millions d'euros. Donc, au niveau du calendrier, ce qui est important à noter, c'est que donc ces dossiers pour lesquels il y a eu un octroi d'aide, donc peuvent avoir une demande de paiement. Donc, les dossiers, le portail des aides pour la demande de paiement s'est ouvert aux alentours de la mi-mai. Le démarrage de l'instruction a commencé au début de l'été. Et puis, donc, du coup, les premières dates estimées pour l'envoi de la demande de paiement à l'ASP étaient pour le début de l'automne. Voilà. Donc là, ces dossiers sont en cours et il faut continuer, il faut que les éleveurs continuent donc à déposer leur demande de paiement. Donc là, on a une répartition plutôt par département. Si on peut revenir juste, voilà, on a une répartition par département. Donc sur ce premier appel 2024, on avait 115 dossiers déposés dans la Loire-Atlantique, 96 dans le Maine-et-Loire, 174 dans la Mayenne, 105 dans la Sarthe et pour finir 85 en Vendée. Voilà. Et vous avez également donc sur la partie droite de votre écran donc l'affectation, en fait, la répartition du montant, voilà, des aides. Donc après les premiers échanges donc avec les instructeurs du conseil régional, voilà, on voulait vous faire partager quelques retours sur les petits problèmes rencontrés sur les demandes de paiement. Donc le premier point qui ressort, c'est le manque de preuves d'acquittement. Comme vous le savez, en fait, toutes les factures qui sont déposées sur le portail des aides des éleveurs et des éleveuses doivent être acquittées. Donc là, lorsqu'on accompagne ou lorsque des éleveurs ou des éleveuses vous posent des questions, bien penser en fait à leur rappeler en fait grâce à la notice toutes les mentions, tous les documents qui sont à fournir pour la preuve d'acquittement. Ensuite, le deuxième point, c'est le panneau de publicité, soit qui est non fourni, soit qui est non conforme. Donc, comme vous vous en souvenez, la publicité, en fait, est obligatoire. Donc, la publicité, c'est un panneau à minima en format A3 avec les mentions de descriptif du projet et donc le logo de la région et le logo de l'Europe. Donc, ce qu'on vous proposera dans une diapo suivante, en fait, c'est vous remettre en fait le modèle. Voilà, vous l'avez sous les yeux tout de suite. Donc, le modèle qu'on a construit nous côté chambre d'agriculture et on est en train d'expertiser avec du coup le conseil régional pour mettre à disposition ce fameux exemple de panneau de publicité pour que les porteurs de projets puissent le télécharger, le remplir et l'imprimer au format A3 de façon à ce qu'ils puissent la poser sur leur exploitation, le prendre en photo et ensuite donc de déposer la photo sur leur portail des aides pour la demande de paiement. Voilà. Ensuite, un autre point qu'on voulait porter à votre connaissance, c'est du coup en fait les fameuses visites qui ont un peu évolué au niveau de l'instruction des dossiers. Donc comme vous le savez en fait tous les dossiers sont forcément contrôlés avant la mise en paiement et à ce jour donc il y a une évolution, donc certains éleveuses vont peut-être déjà porter connaissance, c'est la demande des instructeurs du conseil régional d'apporter, en fait, de déposer des photos ou d'apporter la preuve de photos géolocalisées. Et donc, ces photos géolocalisées remplaceront la visite sur place, la visite terrain qui était faite dans beaucoup de cas auparavant. Alors, pour compléter, je parle sous couvert de collègues qui sont connectés. Aujourd'hui, donc chaque dossier disposant donc de fonds FEADER doit faire l'objet de ce qu'on appelle une vérification de la bonne réalisation des opérations.
donc des VBRO. Et donc, sur ces vérifications, 50% plus ou moins aujourd'hui font l'objet d'une vérification sur place, et donc des 50 autres via ce procédé de photos géolocalisées. Et donc ça, c'est bien différent, donc ces vérifications, des contrôles qui sont faits à l'issue du paiement donc par les services également de la région, mais sur la direction Europe, où là, donc c'est un tirage au sort sur environ 5% des dossiers. Donc sur ce point, en fait, il faudra bien porter à connaissance en fait des porteurs de projets, des réalisateurs de projets, qu'effectivement, donc les instructeurs du conseil régional reviendront certainement vers eux pour leur demander des preuves sous forme de photos. Alors, comme le dit Julien, en fait, dans 50% des cas, voilà. Donc, bien continuer à aller consulter son portail des aides pour qu'effectivement, en fait, l'éleveur ou l'éleveuse prennent connaissance, en fait, des demandes complémentaires qui sont faites à l'issue de la demande de paiement. Et puis, pour finir, donc, un dernier point, donc, ce coup-ci, qui va concerner plutôt les évolutions, notamment les mandats GAEC. Donc, les mandats GAEC, en fait, qui sont également à faire évoluer en fonction des modifications des associés au moment des demandes de paiement. Puisqu'effectivement, en fait, il faut absolument mettre à jour et porter à connaissance du conseil régional, en fait, tout changement au niveau de la société. Donc, quand on a une demande de paiement et qu'effectivement, on sait que son GAEC a déjà évolué, tout simplement refaire le mandat GAEC et le redéposer sur le portail, ça évitera en fait des allers-retours qui font perdre du temps au final à tout le monde. Voilà pour ce point de situation, donc le panneau qui sera mis à disposition. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est un point de situation sur le deuxième appel à projet, donc 2024. Donc, pour mémoire, cet appel à projet, pour le moment, les dossiers donc, ont été comptabilisés. Donc, le nombre de dossiers potentiels, c'est 663. Donc, vous avez à nouveau la répartition géographique entre les 5 départements donc, de la région. Et donc, l'aide sollicitée avec un petit astérix, puisqu'effectivement, les dossiers ne sont pas encore instruits. N'ont pas fini d'être instruits. Donc, pour le moment, l'aide sollicitée potentielle est de 21,2 millions d'euros. Donc, au niveau du calendrier prévisionnel d'instruction et le comité de sélection, donc qui déterminera si oui ou non le projet est sélectionné ou pas. Donc, le démarrage de l'instruction de la demande d'aide, donc ces travaux-là ont commencé au niveau du conseil régional, donc depuis la mi-septembre. La date de comité de sélection prévisionnelle pour ces 663 dossiers, s'ils sont tous retenus, est prévue pour la fin de l'année 2025, avec un objectif de réponse aux demandeurs d'aide à partir de la mi-janvier 2026 au plus tard. Donc, ce qui est important, c'est absolument d'informer les demandeurs de bien se reconnecter à partir de la fin de l'année sur leur portail des aides pour que, effectivement, en fait, ils aient accès aux dernières informations qui concernent en fait leur dossier. Donc, la question suivante, c'est du coup, en fait, la demande de paiement. Si on a des porteurs de projets qui ont la chance d'être retenus et qui ont déjà quasiment terminé leurs travaux, donc le calendrier en fait de paiement, le démarrage de l'envoi des notifications, donc ça sera sur le premier trimestre 2026, une fois que le comité de sélection est passé. Et ensuite, donc du coup, la date d'ouverture du dépôt des demandes de paiement serait également fixée au premier trimestre 2026. C'est-à-dire que dès que la notification est disponible, le porteur de projet pourra effectivement déposer, retourner sur son portail des aides, se reconnecter et établir, réaliser sa demande de paiement, soit d'acompte, soit de solde. Et puis donc le démarrage de l'instruction des demandes de paiement pour ce deuxième appel à projet 2024 donc est également prévu à partir du premier trimestre 2026, c'est-à-dire en fait au fil de l'eau, en définitive. Donc ici, vous avez la répartition par filière
des 663 candidatures. Donc, c'est ce que vous a présenté Fabrice tout à l'heure de façon globalisée. Et là, vous retrouverez plus spécifiquement en fait chacune des filières. Et donc maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de passer en revue donc le dernier appel à projet qui vient de se clôturer donc dans la vingtaine de juillet, où on a eu à nouveau un grand nombre de candidats, puisque 545 dossiers ont été déposés pour un montant potentiel, sollicité de 16,15 millions d'euros d'aide. Et donc, vous avez à nouveau cette répartition, donc avec en premier lieu donc des dossiers mayennais, donc il y en a 130 qui ont été déposés en Mayenne. On en a 126 en Maine-et-Loire, 122 dans le 85, et puis pour finir, donc 90 en Loire-Atlantique et 77 dans le 72. Donc tout ça, donc vous avez la répartition sur la droite avec justement en fait les 16,15 millions d'euros répartis à l'échelle potentielle en fait des territoires. Donc au niveau du calendrier pour ce nouvel appel à projet qui vient de se clôturer, donc le démarrage de l'instruction de la demande d'aide donc est prévu en début d'année 2026. Et puis donc le fameux comité de sélection qui rassemble les dossiers retenus et qui donne l'avis sur la candidature, donc aura lieu au deuxième trimestre 2026 en prévisionnel. Donc vous retrouvez ici la répartition, comme pour le deuxième appel de 2024, la répartition par filière. Donc vous retrouvez les 110 dossiers donc, pour la filière gibier pigeon. Vous retrouvez les 388 dossiers pour la filière bovine, les 16 dossiers pour la filière caprine. Pour la filière cunicole, on est à 4 dossiers. En équin, on aurait 1 dossier. En gibier à plumes et pigeons, 1 dossier. Concernant la filière ovine, 3 dossiers. Et pour finir, donc, l'élevage porcin, donc à 22 dossiers. Donc, pour un nombre de dossiers, comme on l'a déjà présenté, de 545 dossiers à l'échelle régionale. Donc, un bel appel à projet à nouveau. Court, mais un bel appel à projet au final. Sachant que nous, à notre niveau, on avait modifié la périodicité sur les droits de tirage. Oui. Et en effet, on voit qu'on a quand même une dynamique de dépôt. Oui. On suit de très près, nous, cette dynamique de dépôt et c'est vraiment un axe principal, nous, sur la suite et la fin de la programmation. Alors, juste un petit rappel pour la procédure de notification des aides, donc aura lieu en fin d'année ou en début d'année prochaine pour les éleveurs, les éleveuses qui avaient déposé en fait une demande d'aide au deuxième appel à projet 2024. Donc, pour mémoire, en fait, en fonction du montant qui est accordé à l'exploitation, on a en fait soit la signature d'un arrêté, soit la signature d'une convention. Et donc, qu'est-ce qu'il détermine? Tout simplement, en fait, le montant d'aide qui est alloué au projet. Donc, si on a une aide qui est inférieure à 23 000 euros, dans ces cas-là, il y a un arrêté qui est signé uniquement par le conseil régional et qui est déposé directement sur le portail des aides de l'exploitation. Et dans ces cas-là, en fait, l'éleveur, l'éleveuse n'a rien à retourner au conseil régional. Il a juste en fait à le consulter en fait sur son portail des aides. Et ensuite, donc pour les aides supérieures à 23 000 euros, dans ces cas-là, en fait, il y a une convention qui est envoyée par courrier en double exemplaire aux exploitants, donc qui est forcément donc assigné en 2 exemplaires et les 2 exemplaires sont à retourner au conseil régional. Après la signature, le conseil régional donc renvoie un exemplaire donc qui est à conserver sur l'exploitation
Et le deuxième exemplaire, donc, qui est conservé au Conseil régional, est également téléchargé sur le portail des aides de l'exploitation. Donc, comme ça, en fait, les exploitants ont la possibilité soit de le consulter sous la forme papier sur leur exploitation, soit directement, en fait, de l'avoir en archivage sur leur portail des aides directement. Donc, la notification, pour mémoire, en fait, elle va permettre aux exploitants d'aller regarder, en fait, le calendrier, en fait, de l'aide, notamment jusqu'à quand, en fait, ils ont la possibilité de réaliser le projet et de faire leur demande de paiement. Donc, c'est important, encore une fois, que les exploitants puissent manipuler leur portail des aides, soit pour aller consulter les demandes du conseil régional, soit effectivement pour aller consulter leur notification d'aide et être agile ensuite pour leur demande de paiement. Donc, nous arrivons à la première séquence de questions. Donc, n'hésitez pas à la poser dans le module conversation sur la droite. On a une première réaction en fait sur les délais et notamment les établissements bancaires en fait qui demandent à disposer des conventions assez rapidement pour pouvoir ensuite débloquer les prêts. Donc là, est-ce qu'on peut avoir est-ce que la région peut nous expliquer tout ce qui a été mis en œuvre justement pour raccourcir ces délais? Alors, sur la programmation PSN, et donc mis en place depuis 2023, en fait, elle s'inscrit également avec la programmation antérieure qu'on a dû solder. Et donc, il faut bien avoir en tête qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait donc, par les services instructeurs FEADER sur le paiement de l'ancienne programmation jusqu'en juin dernier. Et donc là, aujourd'hui, nous, on a vraiment ambition de venir optimiser ce calendrier et de venir rattraper et réduire ce pas de temps. En étant en fait conscient également que tout ce télescope en termes de calendrier, à la fois les calendriers d'instruction, mais calendrier de paiement des appels à projets précédents. Donc en fait, là, nous, il y a vraiment un choix qui est fait d'essayer de traduire toutes les demandes à la fois de subvention et de paiement de manière la plus cohérente pour rattraper ce retard et avoir une ambition, nous, sur les appels à projets notamment qui se feront l'année prochaine, d'avoir un calendrier qui se voudra plus rapide. Donc, on a bien connaissance et on a bien conscience de l'impact de ce délai. Et donc, nous, à notre niveau, tout est fait pour venir travailler du mieux possible, en tout cas, sur cette date de comité de sélection et cet envoi de convention. Je ne vois pas d'autres questions. Ah oui. Est-ce qu'il est possible de repréciser en fait le nombre de dossiers gibier sur le deuxième appel à projet 2024? Gibier à plume, deuxième appel à projet 2024, il y a 3 dossiers pour 100 000 euros d'aide environ. Support de présentation. Alors, la question dans l'onglet questions-réponses, je vais demander, on va la regarder. Comment sont informés les éleveurs de l'avancée de leur dossier sur la plateforme de la région? Reçoivent-ils un mail pour les informer qu'une demande de paiement est ouverte? Alors, il n'y a pas de notifications qui sont faites. Donc, ça nous a été remonté, nous, sur le COPIL de début d'octobre. Donc, on a bien conscience qu'on va se pencher sur le sujet d'avoir une alerte via mail. Alors, il a été également demandé via SMS pour voir ce qui est possible. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas d'alerte. C'est à eux de se connecter. Et donc, voilà, un dossier est nominatif à un agriculteur. Et donc, c'est vraiment avec les coordonnées de l'exploitation sur lequel il a déposé son dossier qu'il faut qu'il aille vérifier, donc fin de l'année, l'avancement de son dossier. Donc, merci d'utiliser le module conversation. On va regarder. Alors, qu'entendez-vous par preuve d'acquittement, facture avec la mention acquitté, le relevé de compte en banque? En termes d'acquittement des factures, donc soit les factures ont été payées par virement et du coup, si elles sont acquittées par l'entreprise, ça peut passer. Alors, il faut bien le tampon d'entreprise et l'indication de la date de paiement par virement.
Si par contre elles ont été payées par chèque, même si elles ont été acquittées par l'entreprise, ça ne suffit pas, il faut les relever de compte. Donc si elles ont été payées par chèque, le plus simple, c'est de ne pas les faire acquitter par l'entreprise, mais de joindre le relevé de compte où on retrouve le montant TTC de la facture correspondante. Donc, a priori, pas de questions, pas de panique si vous n'avez pas réussi à la poser. On pourra revenir dessus sur la séquence suivante. Donc, on va passer donc aux modalités du deuxième appel 2025. Donc, en termes de vocabulaire, on est bien d'accord que ce deuxième appel 2025 va correspondre à l'enveloppe du 2026. Et donc, la date d'ouverture est prévue au 13 novembre pour se terminer au 30 avril. Pour l'année 2027, on aura donc un appel qu'on appellera appel à projet 2026 qui devrait s'ouvrir également en novembre 2026 jusqu'à avril 2027. Donc là, on va vous faire un rappel et mentionner bien spécifiquement les quelques petites évolutions qu'il peut y avoir. Comme l'a dit Julien tout à l'heure, sur le premier appel 2025 et du coup celui qui va s'ouvrir, le deuxième appel 2025, on a donc une restriction du nombre de dossiers. Ça veut dire que les demandeurs qui peuvent déposer un dossier sont ceux qui n'ont pas déposé de dossier depuis le début de la programmation 2023-2027. Les seules dérogations qu'il peut y avoir, c'est si on a donc un jeune agriculteur qui s'installe depuis le dépôt d'un premier dossier, ça permettra donc à l'exploitation de déposer un second dossier. Et puis, donc un dossier PCE peut toujours couvrir deux filières différentes, par exemple bovin ou chèvre, si on a des montants d'investissement qui sont peu importants et qui n'atteignent pas les plafonds, bien entendu. L'évolution qu'on peut noter en termes de périodicité, donc c'est les demandeurs qui ont déposé un dossier sur le nouveau programme 2023-2027 qu'on appelait des dossiers biosécurité, qui étaient des petits dossiers biosécurité sanitaire en volaille, lapin et porc. Il n'y a pas forcément beaucoup de dossiers, mais il y en a quelques-uns, donc qui étaient plafonnés à 20 000 euros d'investissement. Donc là, ces dossiers-là ne sont pas considérés comme un premier dossier à partir de cet appel qui va démarrer en novembre 2025. Et donc, ces demandeurs-là pourront redéposer un dossier sur le futur appel à projet. Donc, un rappel également sur la démarche de transition, donc, qui comporte deux axes. Un engagement via un autodiagnostic à réaliser, sachant que l'étude d'installation si on a un jeune qui s'est installé depuis le 1er janvier 2024, l'étude d'installation peut remplacer cet autodiagnostic. Et puis le deuxième axe, c'est donc, vous le connaissez toutes, c'est la formation à réaliser de 2 jours et demi, donc 2 jours en collectif et une partie après en individuel sur l'exploitation, qui doit être agréée démarche de transition, sachant que cette formation-là, si elle est faite, elle peut servir à la fois pour justifier d'un PCE animal, végétal, voire un dossier sur les aides à la transformation à la ferme. Il est toujours important d'anticiper les formations. Donc, c'est vrai que les formations sont quand même souvent proposées sur la période hivernale. Quand on a des dossiers qui ont été déposés avec des travaux qui s'achèvent rapidement, on peut avoir, lorsque l'instruction est terminée et que le dossier est accepté et que les demandeurs ont la possibilité de faire leur demande de paiement, si la formation n'est pas faite, c'est un peu dommage parce qu'on est obligé de passer par une demande d'acompte dans un premier temps et de refaire une demande de solde par la suite. Et du coup, la demande d'acompte concernera donc 80% maximum de la subvention allouée au total. On vous a remis de coup sur la diapo le lien vers le site Vivea où vous retrouvez l'ensemble des formations proposées. Donc vous avez des filtres possibles par localisation, région ou département, par thème, en fonction de la production que vous avez sur votre exploitation, puisque la formation que vous choisissez doit bien entendu correspondre à l'exploitation, donc à une production présente sur l'exploitation. Et puis, vous avez également les dates, et il faut bien intégrer dans le moteur de recherche d'été qui indique que la formation elle est agréée démarche de transition. Après, ça, c'est le site où vous retrouvez toutes les formations. Après, vous avez éventuellement les différents organismes qui proposent des formations. Vous pouvez vous retrouver sur leur site ou en la contactant les formations que ces organismes proposent. Au niveau des plafonds d'investissement, donc là, on n'a pas de changement. Donc, on a bien le plafond de base pour toute exploitation orgaïque qui est de 80 000 euros d'investissement éligible.
Une dérogation à cela, c'est en filière volaille, lapin et porc, si on a dans le dossier une dépense qui est fléchée dans la liste des investissements du règlement, donc biosécurité structurante et ou prioritaire, ça permet de passer le plafond de 80 à 100 000 euros. Le plancher minimum n'a pas changé, est toujours à 10 000 euros minimum pour tous les dossiers. Puis pour rappel, depuis déjà quelques appels à projets, les dépenses immatérielles, que ce soit études PC, d'Excel, ICPE, dossier ICPE, ne sont plus éligibles au PCAE. Donc, pour rappel, donc on avait une mise en dormance des dossiers de sécurité liés à la gestion sanitaire, qui pourrait réapparaître si vraiment il y avait des soucis sanitaires au niveau des différentes filières concernées. On avait également, mais ça a déjà été supprimé depuis le premier appel 2025, on avait à l'époque un surplafond de désamiantage. Maintenant, le désamiantage est intégré dans les plafonds généraux que je vous ai évoqués tout à l'heure. Par contre, on n'a pas le plafonnement intermédiaire qu'on avait à 30 000 euros. Le dossier peut éventuellement contenir que des dépenses de désamiantage. Par contre, il faut montrer et prouver qu'on a bien une justification du maintien de la capacité de production, c'est-à-dire qu'entre avant et après, si vous démontez, je sais pas moi, un bâtiment tout entièrement, il faut reconstruire dans le cadre du PCE éventuellement le pendant pour maintenir la surface. Si vous démontez juste une couverture d'une stabulation, que vous la recouvrez, du coup, on a bien la stabulation qui reste en production, donc il n'y a pas de souci. Et donc, les investissements éligibles liés au désamiantage sont les investissements qui sont éligibles dans la liste des investissements du règlement. Donc, avoir tout ce qui est bâtiment d'élevage, construction, rénovation, pardon. Et puis, éventuellement, ce qui concerne les locaux annexes techniques ou de traite. Et comme je l'ai dit, la déconstruction peut être totale ou partielle, mais doit être donc réalisée par une entreprise certifiée. La modulation, donc on n'a pas de changement au niveau des modulations par rapport le changement avait eu lieu au premier appel 2025. Donc là, on reste sur les mêmes bases pour le futur appel à projet, donc avec un coefficient de 1,4 pour 2 associés et de 1,6 pour 3 associés et plus, ce qui nous donne donc des plafonds pour 2 associés hors projet volaille biosécurité structurante. On est à 112 000 et 128 000, et quand on est concerné par les dossiers biosécurité structurants prioritaires des monogastriques, on est à 140 000 ou 160 000. Un point d'attention qui est fait, c'est qu'il faut être attentif aux évolutions des exploitations entre le dépôt de la demande d'aide initiale et la demande de solde. Puisque s'il y a des évolutions, si on prend l'exemple d'un GAEC qui a déposé un dossier, un GAEC A2 qui permettait d'avoir un plafond éligible de 112 000 euros, par exemple, en bovin, s'il y a une transformation de ce GAEC en ERL ou en ECEA ou autre société, on va perdre la modulation, la transparence. Et du coup, le calcul de l'aide sera revu à la baisse en fonction du nouveau plafond de 80 000 euros d'investissement éligible. Donc ça joue sur le passage de GAEC à autre société. Et puis, ce qu'il faut aussi mentionner, donc c'est la baisse. Si on reste en GAEC, mais on a une évolution plutôt à la baisse du nombre d'associés, on peut avoir une incidence éventuelle sur le plafond d'investissement éligible. Donc là, ce qui a été dit aussi tout à l'heure par Suzel, c'est qu'il est important, dès lors qu'il y a une modification de structure, d'informer, du coup, lors de vente de demande de paiement, d'informer le changement de structure, voire peut-être d'envoyer un mail sur les correspondants d'APA de chaque département si vous avez un doute en termes d'évolution de société avant de déposer votre demande de paiement. Les taux, donc là, sur les taux, on n'a pas de changement particulier. On est sur un taux de base à 30% et on a toujours notre bonification de 10% de bonification JA au prorata des parts sociales du ou des JA dans la société. Et puis, donc, sur la grille de sélection, donc, pour rappel, donc, pour qu'un dossier soit éligible, il faut qu'on ait 50 points. Sachant qu'il n'y a pas de souci par rapport aux notations. Et donc là, vous retrouvez, il n'y a pas de changement, à la fois sur les notations projet. On retrouve bien les notes de soit 70 points quand on a un dossier avec un investissement BBEA ou un investissement biosécurité structurant en monogastrique, voire un investissement BEBC. Sinon, on est à 50 et potentiellement, il n'y a jamais de cas, mais s'il y avait un dossier vraiment que sur du raclage, on serait qu'à 40 points.
pour ça qu'il y a 40 points. Après, on a bien toujours les 50 points qui sont liés à la présence d'un JA sur l'exploitation ou d'un nouvel installé qui est donc de plus de 41 installé après 41 ans, depuis moins de 5 ans. Et puis la bonification également pour les différentes démarches de parcours ferme bas carbone, plus 20 points. Et puis le premier dossier du programme. Bon là, il se trouve que du coup, on peut déposer qu'un seul dossier, mais si on avait déjà eu un dossier déposé qui a un JA qui arrive sur une exploitation, donc on pourrait déposer un deuxième dossier, mais ce deuxième dossier, il n'aurait pas les 20 points du premier dossier. Mais il aurait les 50 points du JA. Voilà. Tout à fait. Là, je vais passer la parole à Julien sur la notion d'agriculteur actif. Alors, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le détail, mais je vais être obligé de lire. Donc, nous, il y a une évolution sur la notion d'agriculteur actif qui a été transversale à tous les dispositifs avec du FNR au sein de la région. Donc, on est passé donc la rédaction actuelle sur laquelle je ne vais pas revenir, si ce n'est la dernière phrase qui était que les personnes morales doivent compter parmi leurs associés au moins une personne physique. Donc, à compter de l'appel à projet qui ouvrira le 13 novembre, cette notion va évoluer où sont éligibles les agriculteurs exerçant une activité agricole, alors c'est-à-dire les agriculteurs personnes physiques et les agriculteurs personnes morales, quelle que soit leur forme juridique et dont l'objet est l'activité agricole. Là, on ne viendra plus voir, si vous voulez, le fait qu'il y ait au moins une personne physique dans les structures morales. Donc, sont éligibles les CUMA, donc peu concernés sur le dispositif PSAE élevage. Le porteur de projet doit avoir son siège d'entreprise situé en Pays de la Loire, et de plus, les investissements concernés doivent être situés en Pays de la Loire ou dans un département limitrophe au Pays de la Loire. Les CUMA doivent être à jour de leur cotisation au Conseil de la coopération agricole. Les sociétés civiles laitières sur un même projet ne peuvent pas faire l'objet d'une demande d'aide simultanée pour la SL ou pour l'un de ses membres. Et donc ça, c'est également des choses qu'on a pu voir par le passé, dans le cas où on a plusieurs sociétés qui sont composées exactement des mêmes membres, ces différentes sociétés seront considérées comme une seule entité au regard du nombre de dossiers présentés. Alors, sur les structures qui sont exclues du dispositif PSAE, donc les entreprises en liquidation judiciaire ainsi que les entreprises placées en redressement judiciaire ne disposant pas d'un plan de continuation décidé par un tribunal. Donc, ça veut dire que de fait, les entreprises qui sont en redressement mais qui suivent un plan de continuation qui peuvent être étalonnés sur plusieurs années, 5 ou 10 ans, eux sont éligibles au dispositif, chose qui n'était pas sur les dispositions réglementaires antérieures. Sont inéligibles des sociétés de fait et créées de fait et les établissements d'enseignement agricole, de recherche qui détiennent une exploitation agricole, ainsi que les fermes expérimentales, quelle que soit leur forme juridique. Ils sont également, donc là on continue avec le précédent règlement, sont exclus du dispositif des associations. Et on voulait également vous faire part, donc là, dans le cadre de cette définition de la notion d'agriculteur actif, sont éligibles les cotisants solidaires. Pour autant, on va rajouter sur le portail des aides une case au moment de la demande d'aide pour savoir si la personne qui dépose son dossier est un cotisant solidaire. Alors cette case, elle a uniquement à ce jour comme ambition, c'est de cartographier, nous, ce type de bénéficiaire sur lequel nous, on n'a pas trop de données à ce jour. Donc, ça sera uniquement la demande d'aide, pas la demande de paiement. Voilà, c'est plus pour vous avertir qu'il y aura une case, mais qui n'intervient pas du tout sur l'éligibilité du dossier. Une diapo donc du coup sur la filière équine. Donc en termes d'évolution des modalités, on a dans la filière équine des préalables pour pouvoir déposer un dossier éligible. Donc on avait un effectif à avoir de 10 poulinières au premier appel 2025. Cet effectif-là passe à 5 poulinières. Donc c'est 5 poulinières qui ont une saillie depuis le 1er janvier de l'année antérieure au dépôt de la demande. Donc, ça veut dire que là, si vous déposez un dossier sur le futur appel, ça sera depuis le 1er janvier 2024. Donc, les effectifs de poulinières pour éventuellement un JA qui s'installerait, ou voire pour un nouvel installé, seront à justifier lors de la première demande de paiement. Et puis, pour rappel, en termes de préalable sur la filière équine, donc là, il n'y a pas de changement. On a un maintien d'obligation de 25% du chiffre d'affaires qui soit un chiffre d'affaires
élevage, donc sous le justificatif d'attestation comptable. Et puis, donc juste la particularité pour les JA ou les NI, donc ce serait donc déterminé en année 4, puisqu'ils sont juste en cours d'installation ou juste installés, ça sera vérifié sur leur étude économique d'installation. Il n'y aura pas de contrôle à la demande de paiement. Et alors, pour compléter là sur cette obligation de 25% du chiffre d'affaires équin, donc cette vérification, elle se fera uniquement à la demande d'aide sur la base d'attestation comptable qui sera établie au regard du prévisionnel de l'étude d'installation. Donc, il n'y aura pas à ce jour de mise en place à la demande de paiement dû à une complexification trop importante du portail des aides que cela impliquerait. Donc, on vous reporte à connaissance du coup la mécanique des dépenses éligibles dans le nouveau règlement et dans le nouvel appel à projet qui ouvrira donc le 13 novembre. Donc, au niveau des modalités, les dépenses présentées dans le dossier de demande et engagées avant le dépôt de la demande d'aide et donc avant l'émission de l'accusé de réception sont éligibles donc à 2 conditions. Donc la première, c'est toujours la même mécanique, c'est toujours à partir du lendemain de la fermeture de l'appel à projet précédent. Donc pour mémoire, la fermeture de l'appel à projet de PCAE élevage a eu lieu le 23 juillet 2025. Et donc, du coup, les nouvelles dépenses éligibles dans le nouvel appel qui ouvrira le 13 novembre donc, sont celles qui ont lieu à partir du 24 juillet 2025. Donc ça, c'est la première condition. Et donc, les dépenses peuvent être facturées et payées sur la base de devis qui sont engagés à partir du 24 juillet 2025. Et donc, la deuxième condition, c'est toujours la même condition, c'est que le projet ne soit pas matériellement achevé ou totalement mis en œuvre au moment du dépôt de la demande d'aide. Et donc, le demandeur devra présenter, donc à la demande de paiement du solde, toute pièce probante contenant la mention d'une date de livraison du projet subventionné qui soit postérieure à la demande d'aide. Et donc, du coup, à défaut, bien entendu, si l'éleveur ou l'éleveuse n'apportait pas de ces pièces probantes ou que les dates ne collent pas par rapport donc, aux objectifs, et bien dans ces cas-là, bien entendu, il y aura forcément des sanctions, voire une aide en fait qui sera annulée. Donc, bien prendre en considération pour ce nouvel appel à projet, donc la fameuse date du 24 juillet 2025. Donc ça, c'est le top départ. Et puis, donc, l'appel à projet, donc c'est-à-dire que les éleveurs peuvent déjà commencer en fait des travaux pour l'appel qui ouvrira donc le 13 novembre prochain. Voilà. On a souvent des questions sur le nombre de devis à fournir. Donc pour mémoire, en fait, au niveau du conseil régional, en fait, il y a des référentiels qui sont existants, notamment en fait pour différents types d'investissements. Pour autant, au moment de la complétude du projet, le conseil régional peut revenir vers les porteurs de projets pour leur demander un ou plusieurs devis supplémentaires. Donc ici, on vous a remis du coup les cadres, puisqu'en fait, on ne retrouve pas forcément l'information dans le règlement, je crois. Donc du coup, en fait, en dessous de 25 000 euros, donc un seul devis suffit. De 25 000 à 100 000 euros, donc possibilité au conseil régional de demander en fait un deuxième devis, donc en complément de celui qui a déjà été déposé. Si effectivement il n'y a pas de référentiel de coût qui est existant. Et puis pour finir, donc une demande potentielle de 3 devis si effectivement on dépasse en fait un investissement supérieur à 100 000 euros. Voilà. Donc le devis déjà déposé plus 2 compléments. Et là encore une fois, c'est dans le cas où effectivement le conseil régional en fait n'aurait pas de référentiel existant en fait sur ce type d'investissement.
Donc là, on en a terminé sur les évolutions et les rappels sur les modalités. On a quelques diapos sur les évolutions au niveau de la liste d'investissement qu'on va prendre par filière. Donc sur tout ce qui est bovin, ovin, caprin, en termes de rajout d'investissement éligible, on a donc le repousse-fourrage. On avait souvent des questions aussi sur l'éligibilité de cet investissement, donc qui sera éligible et qui rentre dans la ligne robot autonome alimentation, raclage, paillage, donc en investissement standard. Et ce qui est rajouté par rapport au premier appel 2025 dans la filière équine, ce sont les ronds d'avrin court avec des dimensions maximales, donc de largeur de 18 mètres et de longueur de 36 mètres. Là, on passe du coup à la suppression de certains investissements donc en bovin, ovin, caprin, équin, donc ne seront plus éligibles dans l'appel à projet qui va s'ouvrir donc en novembre, les zones de déambulation en pourtour de bâtiments. La ligne travaux de clôture des sites et d'aménagement du circuit des véhicules, y compris signalétique. Par contre, on maintient bien l'éligibilité des chemins de pâturage avec une précision sur la largeur maximum de 4 mètres. Et donc, le chemin de pâturage, il y aura donc souvent un plan à fournir qui va du ou des bâtiments du site d'exploitation vers là où les parcelles de pâturage. N'est pas éligible, mais en fait, il y avait une entrée un peu multifilière sur les laveurs d'air qu'on ne rencontre pas en bosse, donc du coup, ils sont supprimés. Mais ils sont bien maintenus dans les autres filières, notamment monogastriques. Les abris de pâturage, le terme en tant que tel n'est pas... c'était un investissement qui était même BBEA. Donc là, le choix a été fait de ne pas le rendre éligible. Par contre, donc il y a une réflexion en cours sur, d'ici l'ouverture de l'appel, parce que ça concerne principalement la filière équine, de voir qu'est-ce qui peut être structurant en termes d'investissement, de logement, de bâtiments en parcelles ouverts, notamment pour les équins. Sachant que les prérogatives en termes d'éligibilité, c'est d'une part, on a besoin d'un permis de construire, voire d'une déclaration de travaux suivant la surface du ou des projets. Et puis, c'est forcément avec des matériaux neufs, puisque les matériaux d'occasion ne sont pas éligibles. Et le troisième critère préalable, c'est qu'il faut que ce soit réalisé par entreprise, puisqu'on a une charpente et une couverture sur ce type d'investissement. Ce qui est également supprimé en BOSS, donc c'est tout ce qui est terrassement et grillage de soutien de structure de sol, dalles stabilisantes des points d'abreuvement extérieur. Et puis la dernière ligne, c'est achat et installation d'abreuvoirs adaptés et équipés, réseau, pompe à nez ou pompe électrique raccordée au réseau ou pas. Et puis la dernière diapo sur les BOSS, donc là c'est plus sur du déclassement, c'est-à-dire qu'on avait des investissements qui étaient notés BBEA qui permettaient donc d'avoir la note de 70 points. Donc là on les repasse à 50, donc c'est aussi dans un souci d'harmonisation puisque on voit tout ce qui est logement modulable pour vous, tout ce qui est niche à vous, collective ou individuelle, intérieur ou extérieur, les cases d'agnelage et caprinage. Ça reste du logement et tout logement est éligible mais en standard. Et puis les aires d'extérieur destinées aux animaux, donc c'est des aires d'exercice ou d'alimentation ou aires d'attente qui ne seraient pas couverts, mais ça reste du logement et donc ça reste éligible, mais ça passe en standard. Et puis le dernier point, c'est tout ce qui est système de surveillance des animaux en bâtiment qu'on va retrouver aussi dans les filières porc et volailles, lapins, qui étaient donc notés BBEA et qui passent en standard. Donc après, ces investissements-là permettront que 50 points. Après, si dans votre projet, vous avez une ligne d'investissement qui est BBEA, outre que ces lignes-là, ça permettra quand même à votre dossier d'avoir une note de 70 points au niveau du projet. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les arbitrages du Conseil régional concernant les filières monogastriques. Et donc, pour commencer, en fait, spécifiquement sur la filière avicole, donc il y a eu des questions sur la gaveuse. Donc, on a bien en fait la gaveuse qui est considérée comme investissement spécifique, standard en filière gavage, donc qui est bien éligible au PCE élevage. Et puis, une nouveauté, donc c'est la FAF qui intègre également donc, la filière avicole. Et donc, dedans, on va retrouver, comme dans les autres filières animales, donc que ce soit les bosses ou les porcs,
On va retrouver donc l'aplatisseur, la ventilation, la pesée, les cellules ou silos de stockage, les couvertures de fausse convoyage, les vis, les automatismes en investissement, donc qui seront par contre des investissements standards liés à l'alimentation. Donc sur ce point, un document en fait similaire aux autres filières d'élevage est en cours de construction pour approcher en fait l'estimation du tonnage de céréales à stocker sur son exploitation. Du coup, en lien avec les projets de FAF aidés dans le cadre du PCAE, pour lequel il y aura une demande d'aide dans le cadre du PCAE, donc il y aura une attestation complémentaire donc à fournir pour approcher en fait le volume à stocker pour valider le volume de cellules de stockage. Voilà pour cette première présentation des arbitrages. Ensuite, toujours pour la filière monogastrique, donc au niveau régional, les investissements donc, qui disparaissent du règlement au niveau de la liste des investissements, c'est les zones d'ombrage, donc des structures légères pour apporter de l'ombre en fait aux volailles. Également le système, même aux porcs et aux lapins si nécessaire, le système d'attrapage de contention et de convoyeur pour les 3 filières. Et puis également le système anti-perchage sur les lignes d'alimentation et d'ébreuvement en extérieur. Voilà, donc ces points-là, pour le deuxième appel à projet 2025, donc disparaissent de la liste d'investissement chez les monogastriques. Pour continuer, au même titre en fait que pour la filière bovin, ovin, caprin, équin, donc on a quelques investissements qui sont déclassés de la biosécurité bien-être animal, qui restent éligibles, mais qui reviennent en fait à la liste d'investissements standards. Donc on va retrouver donc le système de surveillance des animaux en bâtiment. On va retrouver les incubateurs et les éclosoirs pour la volaille. On va retrouver également les systèmes d'embucage soupe en gavage, donc qui sont associés au final à la gaveuse. On retrouve également en fait les perchoirs et on retrouve également donc les aménagements de nids ou de pondoirs donc dans les filières avicoles. Donc là, comme l'a précisé tout à l'heure Fabrice, donc en fait ces investissements restent éligibles. Pour autant, ce ne seront pas eux qui apporteront en fait le bonus de points, donc de 70 points. Si bien entendu, on a d'autres investissements présentés et qu'il y en a qui sont dits biosécurité et bien-être animal, bien entendu, ce sera d'autres investissements qui apporteront les 70 points au projet. Et puis pour finir, du coup, sur la présentation des arbitrages pour le nouvel appel à projet, donc à partir de novembre. Donc c'est le déclassement de 2 investissements, qui étaient auparavant dit passage de biosécurité structurante ou prioritaire à investissement standard. Donc on va retrouver l'automatisation et la mécanisation du paillage. Donc en fait ces investissements sont toujours éligibles, mais ce ne seront pas eux qui apporteront les 20 000 € de surplafond au projet. Et puis également, ce qui reste éligible, mais qui n'est plus considéré comme de la biosécurité structurante ou prioritaire, c'est les équipements d'abreuvement. Donc encore une fois, bien entendu, si dans le projet, il y a d'autres investissements qui sont toujours considérés comme biosécurité structurante ou prioritaire, bien entendu, en fait, ça apportera donc le surplafond des 20 000 €. Voilà. Et donc, bien entendu, dans le règlement, vous pourrez retrouver, dès qu'il sera à votre disposition, vous retrouverez effectivement en fait la liste des investissements qui restent biosécurité structurante ou prioritaire en fait dans les filières monogastriques. Nous arrivons sur une nouvelle séquence de questions et là pour le coup elles sont plus nombreuses et c'est très bien. On a une première intervention de Vivea qui a mis le lien concernant la liste des organismes qui peuvent proposer
des formations démarches de transition et on se propose de le rajouter en fait directement dans le support de présentation. Comme ça, ce sera intégré directement. Donc, merci pour ce partage. Une seconde question ensuite sur l'adresse mail à utiliser pour préciser tous les changements en fait qui peuvent survenir, changements sociétaires entre le dépôt de demande et la demande de solde pour pouvoir informer. C'est les adresses mail des DAPA. C'est ça exactement ce que j'allais dire. C'est sur l'interface, il y a dans l'onglet Contact, c'est des adresses génériques d'APA investissement départementalisées. Donc, c'est des adresses génériques auxquelles il faut envoyer donc, de mémoire. Il y en a une par département. Donc, si le dossier, par exemple, dans la Sarthe, il faut envoyer à DAPA investissement 72. Et voilà, ce sera relayé en interne. Voilà, vraiment pour tous les changements donc, qui sont cités, changement sociétaire, une transformation de structure, une structure commerciale et une structure agricole. Vraiment, n'hésitez pas à signaler les changements sur le dossier. Il vaut mieux trop d'informations que pas du tout. Et ça permet au moins de tracer les échanges sur ce dossier. Donc, n'hésitez pas et on remettra en fait le lien en fin de présentation pour avoir les adresses mail. Juste une chose, il peut être important aussi de demander peut-être la démarche à faire via les relais d'APA. C'est quand on a des sessions d'exploitation avec une partie des travaux qui ont pu être faits par le demandeur et que du coup il y a une reprise de l'exploitation à part un autre exploitant ou une autre entreprise qui va reprendre des engagements jusqu'à 5 ans bien sûr à partir de la notification, mais qui va peut-être être amené à faire aussi une demande complémentaire pour d'autres investissements qui étaient prévus mais pas réalisés. Enfin, c'est des cas complexes de cessation, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais là, je pense que vous avez intérêt de demander la démarche la plus appropriée avant de déposer une demande de paiement. Puisqu'en fait, une fois que la demande de paiement est engagée en fait, sur le nouveau portail des aides, en définitive, en fait, il n'y aura pas de marche arrière possible. Donc, autant avoir effectivement les bonnes démarches, les bonnes consignes expertisées par les instructeurs du conseil régional pour qu'effectivement, en fait, le dossier suive son cours, que le projet suive son cours et que les aides soient versées. Puisqu'en fait, l'objectif, au final, c'est bien celui-ci. Autour de la table, là, nous, on a des personnes en lien avec les services instructeurs. Je ne sais pas s'ils peuvent prendre la parole. Ils m'ont envoyé un message. Est-ce que vous arrivez ou pas? Alors, il faut juste activer le micro pour pouvoir prendre la parole. Voilà, Mathilde. Est-ce que ça marche? Là, normalement, c'est bon, Mathilde, tu peux déverrouiller ton micro. Oui, donc bonjour, Pascal Ney. Je regardais le chat sur une. Normalement, on voit que ton micro est ouvert, tu peux parler. Vous m'entendez là? Même dans le module conversation. Problème technique. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ça marche pas. La question concernant l'exclusion des fermes expérimentales, je vais laisser la région répondre par rapport effectivement au type de personnes qui peuvent déposer un projet. Je reprenne. Là, alors, en fait, il y a un certain nombre de. Là, c'est un arbitrage à échelle régionale qui se fait également dans un contexte sur d'autres arbitrages au niveau budgétaire. Je sais que sur les fermes expérimentales en Pays de la Loire, il y en a 2 qui ont des statuts donc d'exploitation agricole et 2 qui ont des statuts, il me semble, qui sont en lien avec directement la chambre. Et donc là, par souci, là, je vous livre un arbitrage, c'est par équité, il a été décidé aujourd'hui qu'elle ne puisse pas émerger à ce dispositif pour justement avoir des accompagnements à côté ou pas sur d'autres lignes de la collectivité. Alors, une question concernant les JA. Est-ce que si l'installation d'un JA
Pardon, je reprends. L'installation d'un JIA, est-ce qu'il y a possibilité de déroger à la date de J+1 sur les dépenses éligibles? À mon sens, non. Aujourd'hui, le J+1, en fait, cette date aujourd'hui, c'est vraiment appliqué à tous les dossiers. Donc, question suivante par rapport au pourcentage de chiffre d'affaires sur la production équine de 25%. Est-ce réalisé sur la part globale du chiffre d'affaires équin d'exploitation ou sur la part globale de l'exploitation avec, en fait, l'exemple, c'est quand il y a plusieurs productions sur une même exploitation. En fait, là, c'est le chiffre d'affaires équin par rapport au chiffre d'affaires agricole pour moi. Alors, question suivante. Un éleveur qui a déposé un premier dossier bovin-lait peut-il déposer un second bovin-viande? Non, du coup, puisque donc là, initialement, sur le début du programme, on avait bien la possibilité de déposer 2 dossiers sur la durée du programme. Depuis le premier appel 2025 et au vu des enveloppes consommées, c'est en début de programmation. Donc, il a été fait le choix par les élus de la région de pouvoir rendre éligible, bien sûr, que les demandeurs qui n'aient pas déjà déposé un dossier, même si ce n'est pas sur la même production. La seule possibilité, c'est s'il y a un JA qui s'installe, un nouveau JA qui s'installe depuis le dépôt du dossier qui a été déposé sur cette exploitation. Alors, il y a une remarque sur la non-connaissance du référentiel de la région. Ah, voilà, ok. Oui, mais c'est pour ça qu'on a remis la diapo tout à l'heure, puisque c'est vrai qu'il est indiqué que potentiellement, il faut plusieurs devis si les investissements ne sont pas dans des référentiels, mais ça que les demandeurs ne sont pas censés savoir ce qui peut être dans un référentiel ou pas. Donc, bon, généralement, tout ce qui est bâtiment, logement, traite, ces investissements-là sont dans des référentiels. Donc, comme l'a dit Suzelle, de toute façon, vous déposez un seul devis, et si vraiment il y a besoin d'un deuxième devis, voire d'un troisième, donc la région vous le demandera pendant la phase de complétude ou d'instruction. Là, on était sur quel? Alors, donc, il était souligné une contradiction entre développer le bas carbone et supprimer la stabilisation des abreuvrements de pâturage. On prend une bonne note et on fera remonter. Donc, dernière question sur la possibilité de revenir sur les conditions pour celles qui ont déjà déposé un dossier 100% biosécurité. Quelles sont les conditions pour faire une nouvelle demande d'aide? Il n'y a pas de conditions particulières, hein. C'est juste que ce dossier qui avait été déposé c'était des dossiers biosécurité sanitaire, ne compte plus comme un premier dossier. Donc, c'est comme si vous n'aviez pas déposé de dossier modernisation. Après, il n'y a pas de contrainte particulière. Alors, on me demande de repréciser qu'il faut quand même avoir une attention particulière sur les changements de forme juridique. Et notamment passage d'un statut agricole à un statut commercial qui ne serait plus éligible. Oui, de manière générale. Ouais, de manière générale, en fait, là, comme on n'a pas réussi à distribuer la parole. D'accord. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment faire attention par rapport entre le moment où la demande d'aide initiale est déposée et la demande de solde. Si vous changez de type de structure, donc entre structure agricole, mais passage d'un GAEC à autre société par exemple, une baisse d'un nombre d'associés dans un GAEC qui jouerait sur la transparence. Et comme dit Julien, dernier point, si vous passez d'une exploitation qui était agricole et qui ne le serait plus, quoi. Oui, le SAS par exemple. Exactement, ouais. Donc, de nouveau, une question sur un éleveur qui a déposé un premier dossier sur le début du PCAE. Au final, il n'est plus éligible, sauf s'il y a un nouveau JA qui s'installe dans l'exploitation. Oui. Complètement. Alors, il y a d'autres questions dans l'onglet questions-réponses. Alors, on vous invite en fait à utiliser le module conversation. On n'arrive pas à les voir. En tout cas, ça charge. Alors, il y a une première question. S'il y a un départ en retraite dans le GAEC ou une personne quitte le GAEC, peut-on déposer un dossier à nouveau?
Non. On peut déposer un nouveau dossier que s'il y a un JA qui s'installe, mais pas s'il y a un associé qui part. La règle du ciré. Et deuxième question, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par déambulation en pourtour du bâtiment? Sortie stabulation vers accès pâturage en fait partie? Du coup, non. C'était des dossiers qui étaient assez complexes, il faut le dire, sur cette partie, je dirais, déambulation des animaux. Donc, ça veut dire que c'était des zones de transfert entre bâtiments, notamment. Donc, la limite entre la réfection de la cour de ferme qu'on pouvait avoir comme question régulière, la limite était assez complexe. Et donc, du coup, il faut aussi trancher parfois sur certains investissements. C'est aussi en termes de simplification. Par contre, le chemin de pâturage en tant que tel est bien maintenu. Donc là, ça va du ou des bâtiments du site vers les parcelles de pâturage. Alors, je ne vois plus de questions non plus dans questions-réponses. Très bien, on poursuit. Donc, concernant les suites de ce webinaire, donc on va vous envoyer en fait le lien vers l'espace PCAE Animal. Donc, je vous ai remis en fait l'adresse sur le site de la Chambre d'agriculture où vous allez retrouver l'accès, le support qui a été présenté, la foire aux questions et vous aurez le replay de ce webinaire. On vous reprécisera les contacts d'APA Investissement, donc ce sont les contacts locaux qui sont disponibles sur le portail des aides. Donc systématiquement, quand vous l'ouvrez, vous avez les contacts. N'hésitez pas à utiliser cette boîte mail générique et on vous la remettra sur le support. Sinon, vous pouvez aussi contacter la Chambre d'agriculture sur la boîte générique bâtiment et également sur l'accueil métier dont le numéro est précisé. Concernant les suites toujours, vous pourrez remonter en fait vos demandes de précision sur le règlement, vos questions techniques, si elles ne sont pas déjà en fait dans la foire aux questions. Vous pouvez utiliser un formulaire qui va être disponible sur l'espace PCAE Animal du site de la Chambre. Ça vous permet en fait de déposer votre question. Juste de veiller en fait à vérifier qu'elle n'a pas déjà été posée dans la foire aux questions préalable, puisque sinon on vous renverra en fait tout simplement vers ce qui est la réponse apportée. Les traitements de ces questions en fait sont passés en revue une fois par mois entre la région et la Chambre d'agriculture. Donc, n'hésitez pas à remonter si vous n'avez pas eu de retour sur ces questions, mais il y a un passage systématique lors de rencontres régulières. La diffusion des réponses se fera via la foire aux questions sur le site de la Chambre d'agriculture, donc consultez-le régulièrement. N'hésitez pas. Et enfin, on vous a mis le visuel en fait des documents de synthèse qui vont être déposés sur l'espace PCAE Animal. Donc, documents qui vont être mis à jour au regard de la présentation d'aujourd'hui et des derniers arbitrages qui ont été faits. Donc, vous pourrez les utiliser. On vous informera quand ils seront accessibles en fait sur la page dédiée. Donc, je ne vois pas d'autres questions sur le site. On tient à vous remercier pour votre participation. On a comptabilisé plus de 105 participants, donc merci beaucoup. Nous nous excusons sur les quelques petits problèmes techniques, mais qui ont été finalement résolus. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. On reste bien évidemment à disposition et nous vous souhaitons une belle fin de journée. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir.